On va parler de la construction d'un bâtiment hospitalier qui a eu lieu en Martinique, donc à Mangovulsin. Et on va accueillir Stéphane Berniac qui est accompagné, mais je vais prendre le temps de présenter Stéphane Berniac parce que il a exercé pendant un peu moins de 10 ans dans des hôpitaux franciliens, mais il a surtout été le DRH du CHU de la Guadeloupe. Voilà, donc il est passé par ici. Il a aussi piloté à cette époque l'équipe projet de construction du CHU de Perrin-Belle-Plaine. Donc il a été aussi impliqué dans cette construction très particulière. Et depuis 2018, il a rejoint la Martinique. Donc, il a d'abord été DGA du CHU et depuis 2023, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, directeur de... Enfin, moi, je dis l'EPSM de Martinique, mais en fait, le nom, c'est Centre hospitalier Maurice Despinois, qui est donc l'établissement psychiatrique, docteur Slama confirme, qui est l'établissement psychiatrique de la Guadeloupe. Donc, Stéphane Berniac, qui va donc présenter son collaborateur, va partager avec nous la vision qu'il tire donc, au sujet de l'impact des choix architecturaux dans les pratiques de soins par rapport à son retour d'expérience sur la construction du bâtiment de Mangovulsin. Donc, Stéphane, je te passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Stéphane. Ouais. Très bien, super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphane Berniac, merci Sarah pour cette présentation. Je suis ravi de pouvoir malgré tout échanger avec vous parce que, comme vous le savez, la situation sociale est extrêmement tendue en Martinique. On vit un peu au jour le jour et au rythme des négociations autour de la table ronde. Donc, nous n'avons pas pu être auprès de vous ce matin pour cette journée. On le regrette. Mais malgré tout, grâce au progrès technique que nous avons réalisé durant le temps du Covid et développement de la visio, on peut, avec mon collaborateur Fabien François Augrin, qui est à mes côtés, qui est directeur des services techniques logistiques du centre hospitalier Maurice Despinois, on peut ce matin participer, être un peu auprès de vous et participer à ce beau séminaire architecture et santé mentale, qui est une excellente initiative et je remercie l'ensemble des organisateurs pour leur invitation. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, puis une mention spéciale pour mon cher président de CME, le docteur Slama. Docteur, vous pouvez vous lever, je ne sais pas si vous avez été présenté, mais... Il est là? Oui, il est dans la salle. Je ne vous vois pas, docteur, mais je suppose que vous êtes levé, vous êtes présenté. Donc, le docteur Rémi Slama, qui est présent en Guadeloupe et qui représente en présentiel fièrement et avec le verbe haut, et il sera à la table ronde, je crois, cet après-midi, la Martinique aujourd'hui. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Hop. Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon, ça? Oui, on voit très bien l'écran. Très bien. Donc, on va vous présenter ce matin, pendant, on va dire, une petite vingtaine de minutes, un projet majeur du schéma directeur immobilier du centre hospitalier Maurice Despinois, qui est celui de la densification des unités d'hospitalisation sur le site du Lamentin. Donc, on va tout d'abord vous présenter l'établissement assez succinctement pour ceux qui ne connaissent pas le centre hospitalier Maurice Despinois. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur les enjeux de cette opération de densification, puisqu'il y a une première étape qui a déjà eu lieu en fin d'année 2012, début d'année 2013, puisque certains pavillons du site historique de Balata ont été transférés à Mangovulsin. Et là, nous sommes dans une deuxième phase où d'autres maisonnées doivent rejoindre ces unités qui sont déjà présentes sur le site du Lamentin. Donc, l'évolution du capacitaire, un existant à moderniser, puisque nous avons déjà des maisonnées sur site que nous devons moderniser, de nouvelles unités à créer, et on va vous évoquer vraiment la plus-value de ce projet autour du campus psychiatrique, les espaces extérieurs et le phasage de l'opération. Donc, cette présentation sera faite à deux voix. Je passerai la parole à Fabien François Augrin sur les aspects plus techniques et je m'attacherai davantage
sur la première partie de la présentation de l'établissement et sur les enjeux de l'opération. Donc, la présentation du CHMD, le CHMD dispose d'une offre psychiatrique diversifiée sur le territoire de la Martinique, puisque c'est le seul établissement public de santé mentale du territoire qui propose à la population une offre autour de 3 filières, donc enfants, ados, adultes, personnes âgées, une prise en charge ambulatoire assez classique sur des CMP, des CATTP, des hôpitaux de jour, il y en a 3 sur le territoire, un panel d'équipes mobiles afin d'aller vers plusieurs publics cibles. Donc, c'est vraiment la force de l'établissement puisque nous avons près de 10 équipes mobiles qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. On a mis quelques exemples sur l'équipe mobile précarité, l'équipe mobile de la psychiatrie de la personne âgée, l'équipe mobile de suivi intensif dans le milieu, l'équipe mobile de premier épisode psychotique, l'équipe mobile petite enfance qui est en cours de constitution. On a également une équipe d'intervention et de crise, une équipe mobile adolescent. Voilà, donc c'est vraiment toute une pluralité, une kyrielle d'équipes mobiles avec des dispositifs d'aller vers, donc qui se déploient sur l'ensemble du territoire, qui fait vraiment une des forces de notre établissement et sur lesquels on a quand même des retours extrêmement positifs de la part de nos partenaires, mais également des patients. Nous disposons également d'un secteur médico-social extrêmement dense, puisque ce secteur médico-social a quasiment le même capacitaire que le secteur sanitaire, puisque nous sommes à peu près sur 250 lits médico-sociaux avec 2 foyers d'accueil médicalisés, 2 maisons d'accueil spécialisées, donc une au nord, une au sud, et un centre de soins d'addictologie et un centre de ressources autisme. Et nous avons également un EHPAD qui est situé sur le site de Balata. L'unité d'hospitalisation de psychiatrie de court séjour, de soins intensifs, de soins de suite et des urgences psychiatriques. Et depuis 2012, comme je disais tout à l'heure, nous avons déjà eu un transfert partiel de notre activité sur le futur site principal, qui est le site de la cité hospitalière de Montgovulsin, puisque le site historique, qui est celui de Balata, qui est un site qui est situé dans un jardin, on va dire un peu dans les bois, quasiment dans la forêt, au centre de la Martinique, puisque nous avons quasiment 14 hectares de cet espace paysager qui est très très beau, avec une vue sur les Pitons, mais qui est bien évidemment site qui a été occupé après la Seconde Guerre mondiale au début des années 50, site qui n'était plus du tout adapté par rapport à l'évolution des prises en charge des patients. Donc notre souhait, c'est vraiment d'essayer de recentrer notre prise en charge des patients, notamment notre prise en charge hôtelière, sur des locaux beaucoup plus modernes, beaucoup plus adaptés, avec moins de chambres à plusieurs, plutôt des chambres individuelles, et sortir, on va dire, de cet isolement, parce que le site, bien évidemment, comme tout site un peu à vocation, entre guillemets, asilaire, qui est un site qui est quand même assez reculé dans les bois et avec un accès extrêmement difficile, que ce soit pour la logistique, mais également pour les familles. Une carte assez rapide sur la répartition des 4 pôles d'activité de l'établissement, donc 231 lits d'hospitalisation complète sur le champ sanitaire, excusez-moi. Donc un site sur Montgovulsin et encore des sites d'hospitalisation sur le site de Balata, puisque sur Balata, nous avons encore 3 unités d'hospitalisation sur le site historique et une activité psychiatrique multisite. Vous voyez les petits points sur l'ensemble de la carte de Martinique, donc entre le nord Atlantique, le nord Caraïbe, le sud, le centre. Donc, c'est ce qui fait la richesse et la force de la psychiatrie. Vous voyez, avec les 17 CMP, les 4 hôpitaux de jour et les 83 places d'AFT. L'établissement est réparti en 4 pôles d'activité. Donc, le pôle NAS, qui est le pôle Nord-Atlantique Sud, donc qui est piloté par le docteur Slama, qui est présent en Guadeloupe. Le pôle Centre, qui regroupe principalement les activités du centre et du Nord Caraïbe. Le pôle intersectoriel, donc qui est à vocation sur l'ensemble du territoire, qui regroupe les urgences, l'unité de soins intensifs psychiatriques et une équipe et une unité de psychiatrie de la personne âgée sur Balata, et un pôle pédo avec un service d'hospitalisation de 9 lits sur la cité hospitalière de Montgovulsin, et bien évidemment, comme pour tout pôle de pédo, une activité ambulatoire extrêmement dense et fournie. Quelques chiffres clés, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais c'est à peu près un budget de 100 millions d'euros, le CHMD en termes sur le sanitaire. On a là aussi en termes d'effectifs 1260 ETP, 70 médecins dont 20 internes, donc ça fait à peu près 50 médecins seniors, 10 000 patients accueillis chaque année, on va dire 2 tiers sur l'adulte et 1 tiers sur la partie infanto-juvénile, 1600 passages aux urgences,
et une activité ambulatoire avec 106 000 actes par an, 65% VAD, 25% CATTP et 4% d'activité en visite à domicile. Concernant l'évolution capacitaire, donc l'évolution qui était recherchée initialement dans le projet, comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de ce projet en termes de schéma directeur immobilier, quand on s'est rendu compte, on va dire, à la au début des années 2000, milieu des années 2000, que le site de Balata n'était vraiment plus un site adapté à la prise en charge de psychiatrie, qui était un site effectivement extrêmement vétuste, qui souffrait, on va dire, des attaques, entre guillemets, de la nature. Lorsqu'on est en pleine nature, ben, on a quand même une propension à avoir un développement de champignons, d'infiltration d'eau, le bâti vieillit extrêmement mal. Et ça, on le constate quand même sous l'attitude, un vieillissement accéléré de notre bâti et une nécessité en termes d'entretien et de maintenance extrêmement forte que généralement, mais je pense qu'on y reviendra aussi en termes de conclusion, que généralement nos budgets hospitaliers ne permettent pas, en tous les cas ne disposent pas de suffisamment de marge de manœuvre pour mobiliser des ressources. On parle souvent d'à peu près 7-8% du budget qui doit être alloué à l'entretien et maintenance du bâti et du matériel. On voit qu'avec la tension qu'on a sur nos trésoreries et sur nos budgets, nous ne sommes pas en mesure de sanctuariser ces budgets-là, ce qui conduit à avoir des bâtis qui se dégradent à vue d'œil extrêmement rapidement avec des champignons, des infiltrations d'eau. Et en plus, côté psychiatrie, on a la charge supplémentaire d'avoir des patients qui, on va dire, sollicitent de manière extrêmement forte les cloisons, les sanitaires, les lavabos, les murs, tous les équipements qu'on peut installer dans le bâti. Donc l'objectif recherché, on va dire au courant des années 2000 pour ce nouveau projet, c'est vraiment de rationaliser l'offre de soins pour une meilleure qualité de prise en charge, humaniser les conditions d'hébergement des patients, parce que là aussi, dans les pavillons à Balata, on était sur des chambres à plusieurs, on va dire, des chambres dans lesquelles on pouvait accueillir 4, 5, 6, 7, voire quelquefois des dortoirs de 8 patients. Et clairement, l'objectif, c'était davantage humaniser, d'avoir des conditions d'accueil beaucoup plus dignes des patients martiniquais. Et ça a clairement un impact, on le voit, sur la prise en charge de ces patients, leur état de santé, leur état psychologique, parce qu'on a eu, lorsqu'on a déménagé dans notre nouvelle structure, une diminution des accès de violence, des décompensations des patients entre eux, voire même vis-à-vis du personnel. Ça a vraiment été quelque chose que nous avons analysé en Coviris, que le changement des conditions hôtelières des patients, le fait qu'ils aient, on va dire, des espaces où ils puissent être apaisés, plus d'espace individuel et moins tout le temps en collectif, permet de réduire malgré tout sensiblement les tensions et les accès de violence. Et le troisième objectif recherché, qui était celui de l'amélioration des conditions de travail pour le personnel, ça aussi, c'est un sujet majeur en termes de qualité de vie au travail et d'attractivité, comme ça a été évoqué précédemment côté Réunion. Mais également, ça devait permettre à l'établissement de poursuivre le processus de réorganisation initié en 2014 dans le cadre de ce plan de retour à l'équilibre, puisque la première phase qui a eu lieu en 2012, la deuxième phase dont on va vous parler aujourd'hui, doit nous permettre de poursuivre ce retour à l'équilibre et ce plan de performance de l'établissement pour optimiser et centraliser la prise en charge. Je passe la parole tout de suite à Fabien François Augrin qui, tout d'abord, va vous présenter, on va dire, les enseignements qu'on a tirés de ces quasiment, on va dire, 10 ans dans les nouveaux locaux, puisque nous sommes dans des nouveaux locaux maintenant depuis 10 ans. Et vous allez le voir dans le projet, il va rentrer dans le détail. On est déjà on a déjà travaillé, on projette déjà de le réhabiliter très très rapidement parce qu'en 10 ans, ce bâti est déjà largement, on va dire, cassé, entamé, détérioré, que ce soit par les conditions climatiques ou par des difficultés en termes de disposition bâtimentaire. Donc Fabien, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Stéphane. Effectivement, l'expérience que nous avons aujourd'hui de l'utilisation de nos locaux sur le site de Montgolfier est une expérience que je qualifierais de très riche, parfois un peu douloureuse, parce que nous avons intégré des locaux qui, manifestement, n'étaient pas entièrement adaptés à l'activité et au public que nous accueillons.
À savoir que nous avons effectivement des cloisons qui, pour une large part, sont en placo-plâtre, parce que tout le monde connaît. Nous avons également des sols qui sont des sols souples en lino. Et ne serait-ce que ces deux éléments de la construction ont énormément souffert de l'utilisation intensive, de l'activité elle-même, de l'agitation de certains de nos patients. Donc, résultat, nous avons à beaucoup d'endroits des murs qui sont quelque part éventrés, nous avons des sols qui sont soulevés, qui sont dessoudés, nous avons des poignées de porte qui ont énormément souffert, des persiennes qui sont abîmées. Bref, euh, nous avons eu effectivement un bâtiment, on va le dire globalement, qui a mal vieilli. Donc, résultat des courses, dans le cadre de ce projet d'extension et de densification de notre capacitaire, qui a pour objectif de nous amener à 70 lits de plus sur le site de Montgolfier, eh bien, nous avons tâché de tirer les enseignements de tout ça, de toutes ces difficultés, et donc nous avons intégré dans le nouveau projet d'extension et de création de nouvelles unités, eh bien, des caractéristiques je dirais, un peu plus robustes dans la construction que nous allons opérer. Alors, je le dis par anticipation, vous allez le voir sur une photo qu'on va vous montrer. La construction a démarré déjà depuis quelques mois, un an quasiment, hein, et elle avance bien. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé dans le cadre de ce projet? Tout d'abord, une extension de nos unités, parce que effectivement, nous avons des unités existantes, mais également la construction de deux nouvelles unités qui sont en miroir et qui ont un capacitaire au total de 50 places. Alors, le financement de l'opération qui va coûter à peu près 32 millions d'euros s'est opéré par les fonds État-région, État-ARS, pardon, Suisse pour 23,4 millions d'euros. Nous avons également un financement REACT-EU CTM pour 8,4 millions d'euros. Alors, ce que nous avons opéré, je ne sais pas si vous voyez l'image, nous avons sur le site existant un espace qui est disponible en plein milieu et qui nous permet d'accueillir les deux unités qui sont nouvelles. Alors, il faut vous imaginer que ces deux unités sont en miroir et nous permettent dans leur utilisation de mutualiser des espaces, notamment l'espace d'accueil, le secrétariat, la logistique. Et ces unités-là sont ouvertes par la suite sur les côtés ici vers la zone des pavillons déjà implantés. Alors, juste si tu permets, Fabien, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, vous avez le plan de la cité hospitalière de Montgolfier, donc vous voyez ici, en plan, en vue aérienne. Donc, avec d'un côté, on va dire en schématique, je vais mettre le plan juste après. En gros, la cité hospitalière est divisée en deux à partir de la flèche que je ne sais pas si vous voyez la flèche bouger. D'un côté, il y a la psychiatrie, donc le centre hospitalier Maurice Despinois, avec les unités d'hébergement, l'administratif, etc. Et de l'autre, vous avez le CHU de la Martinique, qui a une activité MCO sur le site. Donc, ça se représente ici. Donc, on va dire qu'au milieu du plan, il y a une séparation qui, d'un côté, à droite, il y a la psychiatrie, et à gauche, il y a le MCO. Donc, plutôt la médecine-chirurgie, puisque du côté du CHU, il y a de la dialyse, de la rééducation, de la gériatrie, de la consultation, des blocs opératoires. Donc, voilà, c'était juste pour vous planter un peu le bâtiment. C'est vraiment donc, on a un groupement de coopération sanitaire qui gère l'activité, qui accueille, donc groupement de coopération sanitaire qui regroupe le CHU et le CHMD, qui accueille deux entités. À droite, la psychiatrie et à gauche, le CHU de la Martinique.
Donc, voilà. Donc, pour les raisons pratiques, on a commencé par construire donc, les 2 unités neuves de 50 places. Et ensuite, nous allons lancer la construction, enfin, les extensions et la rénovation, 2 à 2, on va dire, des unités existantes. Donc, globalement, ce qui va se passer, c'est que nous avons des unités maisonnées 1. Donc, une unité, c'est une maisonnée, d'accord, pour bien comprendre. Nous avons donc des maisonnées et des unités, c'est la même chose, qui ont aujourd'hui 20 lits, et nous allons les passer à 25 lits, sauf une qui va pouvoir passer à 28 lits. Sur le site de Montgomulsin, nous avons également une unité, donc USIP, qui, elle, dans son capacitaire, ne va pas évoluer, même si quelques améliorations et quelques aménagements supplémentaires vont y être réalisés. Nous avons également une unité d'accueil et d'orientation qui, finalement, s'est vue transformée et adossée à une unité on va dire, aux urgences psychiatriques avec une unité d'hospitalisation de très court séjour. Voilà. Bon. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va opérer? On va opérer soit une construction, soit des modifications et des extensions sur un total de 10 000 mètres carrés de surface dans l'œuvre. Alors, les maisonnées sont à peu près toutes du même format, avec la même distribution. Il y a une particularité simplement pour l'unité 1 et l'unité 5, c'est qu'on y trouve sur l'extrémité un studio d'autonomisation qui permet de travailler l'autonomisation et la réhabilitation. Alors, donc les anciennes unités sont modernisées, sont restructurées pour apporter plus de modernité à ces ensembles et disposer d'une meilleure offre de psychiatrie. Donc, on a 2 types d'unités, comme je le disais, donc des unités qui sont standards et des unités qui sont des unités dites de soins de suite et qui permettent de procéder à une prise en charge avec réadaptation des patients en vue de retour à domicile. Nous avons 2 unités qui correspondent à ça, l'unité de la maisonnée 5 et celle de la maisonnée 1. Alors, ce qu'il faut noter dans la démarche de restructuration, c'est qu'on a cherché plusieurs objectifs. On a poursuivi plusieurs objectifs, à la fois l'objectif de la rénovation et de la consolidation de la qualité du bâti. Comme je vous disais, on a complètement fait disparaître dans notre projet l'utilisation de murs en placo-plâtre. On a remplacé le sol souple par du carrelage et on a également reconfiguré l'intérieur pour que l'on puisse avoir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des accès par le poste de soins qui a été repositionné au centre du dispositif. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui dans l'unité telle qu'elle est configurée aujourd'hui, dans les unités telles qu'elles sont configurées aujourd'hui, c'est que lorsqu'on entre dans une unité aujourd'hui sur le site actuel de Montgomulsin, eh bien, par des problématiques d'accès, on passe par le poste de soins. Donc, ce n'est pas un fonctionnement qui est acceptable. Donc, ce fonctionnement-là, il est modifié aujourd'hui par une nouvelle disposition à l'intérieur des locaux. On dispose dans les locaux nouveaux qui sont construits de ce qu'on appelle une zone fermable. Donc, ce sont des chambres individuelles qui peuvent être fermées
et qui peuvent toujours être sous le contrôle des soignants. On a des lits individuels qui sont ici et qui sont des lits avec un accès libre. Les patients peuvent sortir librement vers les jardins intérieurs et extérieurs de l'unité. Et il faut comprendre également que sur nos unités, l'ensemble de l'activité se passe en rez-de-jardin, en rez-de-chaussée. Et donc, la reconfiguration et l'extension qui est proposée aujourd'hui dans le programme de construction ne concerne que le rez-de-chaussée. À l'étage de ces unités se trouvent des bureaux qui vont être réaffectés. Ce sont des bureaux qu'occupaient le médecin, la secrétaire, les cadres des unités. Et ces bureaux seront réaffectés à d'autres activités, à d'autres services. Et l'ensemble de la prise en charge, l'ensemble des acteurs du soin se trouvera désormais en rez-de-chaussée de ces unités-là. Donc, c'est pareil, maisonnée 2 à 4. La seule différence par rapport à la maisonnée 1, c'est qu'il n'y a pas le studio d'autonomisation en bout de chaîne. Alors, je vous présente la maisonnée 5, qui est également une maisonnée qui contient un studio d'autonomisation. Ceux qui sont en cours de construction. Voilà. Mais voilà, on a une configuration un peu différente, mais on a toujours je dirais la même exigence, la même attente concernant l'architecture et la distribution dans les locaux, avec le principe de la zone fermable, avec des chambres individuelles qu'on a cherché à réaliser au maximum. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous avez une unité de 25 lits, eh bien, vous n'avez que 4 chambres doubles et toutes les autres, ce sont des chambres individuelles. Alors, en termes d'enjeux également, au-delà de la robustesse du bâti, on a pensé également à la sécurité des patients, à la sécurité du personnel, pour pouvoir, par exemple, pour le personnel, éviter d'avoir des lieux de travail isolés. On a cherché à favoriser les vues directes au sein des locaux des unités d'hospitalisation. Bien sûr, nous sommes en train de rééquiper nos unités d'ATI pour pouvoir assurer la protection des travailleurs isolés. Néanmoins, on a rajouté une couche par rapport à la nouvelle architecture en favorisant, comme je le disais, des vues directes au sein des locaux d'hospitalisation pour que le personnel, même si dans le poste de soins occupé à préparer, à faire des entretiens, à faire des synthèses, mais quand même garder une vue sur tout ce qui se passe dans l'unité. Voilà, c'est un élément important. On a la possibilité, comme je disais également, d'avoir dans ces unités-là des zones fermables pour éviter le déplacement de certains patients dans la zone de d'autres patients ou dans certaines zones du bâtiment. Parce que, comme vous le savez, on est parfois amené à avoir des patients qui ont des profils incompatibles. Et donc, il est préférable de pouvoir les garder avec des profils identiques dans une zone. Ce n'est pas une mise en chambre d'isolement, je précise, c'est juste qu'on a une zone réservée à voilà, un profil de patient. Il est nécessaire aussi pour nous, et on a essayé d'agir en ce sens, de protéger, de sécuriser les patients vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, on a essayé de mettre un maximum d'éléments encastrés. Donc, les équipements techniques, on a essayé de les encastrer, les boutons, les luminaires, les éléments qui permettent de régler la climatisation. On a essayé de limiter, si vous voulez, les ouvertures vers l'extérieur.
Bref, tout ce qui est organe, qui est démontable facilement, on a essayé d'éviter cela. Voilà. Bon, l'accès au bâtiment a été sécurisé, notamment au niveau des entrées des unités d'hospitalisation. Alors, un autre élément qu'on a pris en compte, c'est que, vous savez, nous sommes dans des territoires qui reçoivent des cyclones hein, chaque année. Hein, potentiellement, nous avons une période cyclonique qui va de juin à novembre. Donc, là encore, nous avons dans le projet fait en sorte que toutes les chambres puissent bénéficier d'aménagements et d'une attention particulière qui leur permettent d'avoir une bonne résistance et une sécurité, notamment au niveau du vitrage, donc à des vents extrêmement forts, à des projectiles qui pourraient donc venir s'écraser dessus. Et nous avons donc des chambres qui aujourd'hui permettent de maintenir à sec et en toute sécurité des patients, même quand il y a un cyclone. Néanmoins, bien évidemment, si cela était nécessaire, on pourrait regrouper les patients dans la zone de restauration s'il était nécessaire de les sortir des chambres et de les ramener vers un point de regroupement. Donc, on a travaillé également le projet dans le sens où la robustesse des matériaux, la simplicité de la construction nous permettent aussi de gagner en temps et en ressources financières sur la maintenance. Si on se tourne maintenant vers l'extérieur et le plan de masse du projet, il est intéressant de noter qu'on a voulu, dans ce projet, intégrer une notion de campus psychiatrique. Non pas simplement pour isoler la psychiatrie de la MCO qui est à côté, mais pour pouvoir effectivement sécuriser un espace de prise en charge, à la fois, on l'a vu, dans les locaux, mais également à l'extérieur. Et nous avons une zone qu'on appelle campus psychiatrique, qui est aménagée de telle sorte que les patients puissent être pris en charge à l'extérieur des unités, avec ici en gris un parcours santé, un parcours de marche, ici, si vous le voyez. En vert, vous avez des carbets qui sont aménagés à l'intérieur. Vous avez des agrès pour pouvoir faire des activités physiques tout au long de ce parcours. Voilà. Vous avez des éléments pour ici pour faire des activités physiques adaptées. Voilà. Donc, le campus psychiatrique a été pensé dans ce sens, avec des aménagements qui permettent vraiment de profiter de l'extérieur, parce que nous avons même si c'est beaucoup plus petit que les 14 hectares que nous avons à Balata, nous avons quand même un extérieur qui aujourd'hui est engazonné et est très peu utilisé pour la prise en charge des patients qui ne font que passer simplement. Et c'est vraiment dommage. Donc là, on va essayer de changer la donne pour pouvoir permettre de profiter véritablement de l'extérieur. Concernant l'opération que nous avons réalisée, donc l'opération, comme je vous le disais, a été une opération phasée. Dans un premier temps, on construit les 2 unités neuves, donc on a appelé maisonnée 6, puisque aujourd'hui nous avons déjà 5 maisonnées. Donc dans une première phase, la construction qui est en cours. Une fois qu'elle est terminée, on l'aménage, on fait l'ameublement, l'aménagement, et on transfère les patients de 2 unités, donc centre 1, centre 2, donc maisonnée 1, maisonnée 2, vers cette maisonnée 6 ensuite. Donc, on libère 2 maisonnées et ça nous permet d'enchaîner sur la reconfiguration, la restructuration, la rénovation des maisonnées 1 et 2
pour ensuite, une fois que cette reconfiguration, ce réaménagement aura été achevé, faire la même chose avec deux autres maisonnées. Donc, on ramène vers la maisonnée reconfigurée, vers les maisonnées reconfigurées, deux autres maisonnées et on enchaîne ainsi comme ça le transfert jusqu'à achever totalement l'opération. Donc, la fin de l'opération de reconfiguration totale et de densification de Montgolfier est prévue en 2027. Donc, on va dire, dans le meilleur des cas, mi-2027. Mais bon, on sait tous qu'il y a toujours des rallonges pour diverses raisons, des raisons parfois d'intempéries, d'impondérables sur les chantiers, etc., qui font que on est obligé de s'adapter sur le rallonge sur le temps de construction. Très bien. Merci Fabien. On termine juste par vous mettre quelques photos pour illustrer, notamment de la pose de la première pierre qui a eu lieu le 5 mai 2023. Donc vous voyez, donc ça se situe vraiment à l'arrière de la cité hospitalière de Montgolfier et en présence de la directrice générale de l'ARS, du directeur général du CHU, Monsieur Jérôme Lebrière, la présidente du conseil de surveillance également, Madame Jenny Dulis, qui est la maire du Morne-Rouge, donc une commune qui est située au pied de la montagne Pelée, donc dans le nord. Et une dernière diapo pour vous montrer également le chantier où il en est actuellement. Donc, on voit que le gros œuvre est en train d'être finalisé sur le premier niveau. Il y a un autre niveau qui va arriver au-dessus et donc normalement va se terminer très très prochainement. Et comme on vous l'a indiqué, donc c'est une opération qui est multipartenariale puisque nous avons des financements, que ce soit de la part de la collectivité territoriale de Martinique via les fonds européens, ainsi que l'État, l'ARS, la préfecture et donc qui nous accompagne sur cette opération à 32 millions d'euros. Donc voilà, donc en conclusion de ce projet, c'est vrai que c'est, comme l'a expliqué Fabien François Augrin, on est vraiment sur la déclinaison du projet, d'un projet médical, d'une vision du soin pour pouvoir effectivement mieux prendre en charge les patients, améliorer leurs conditions d'accueil hôtelière, mais également leur prise en soin dans ces futurs locaux et surtout essayer d'anticiper, de prévenir, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de maintenance, parce que c'est bien de construire des bâtiments, mais derrière ces bâtiments, ils vivent avec un environnement qui est particulièrement, qui est spécifique, qui est l'environnement tropical, mais également une patientèle qui soumet à rude épreuve tout l'ensemble des éléments des installations et du bâti. Et il faut qu'on soit en mesure de pouvoir choisir des matériaux, en tous les cas avoir des dispositions bâtimentaires qui préviennent ce type de difficultés et facilitent l'entretien sur les années qui viennent. Nous, on le voit et je pense que c'est vraiment une problématique qui est certainement commune à beaucoup de structures en Martinique et également en Guadeloupe. Il y a clairement, notamment sur la partie climatisation, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, une réflexion nationale. Je ne sais pas si les organismes comme le CSTB ou autres peuvent nous aider à réfléchir là-dessus, mais on voit bien que le fait de mettre en place des réseaux d'eau glacée avec des groupes froids sur des bâtiments à vocation tertiaire ou à vocation de soins, en termes d'entretien rapidement, ces installations ne tiennent pas. Donc je ne sais pas si c'est du fait de notre environnement, du fait aussi peut-être d'habitude que nous avons souvent de laisser les fenêtres ouvertes ou la cohabitation entre des espaces à ventilation naturelle, des espaces climatisation. Mais en tous les cas, il y a aucun bâtiment en Martinique récent de tertiaire qui dispose d'un réseau d'eau glacée qui arrive à éviter qu'on ait du goutte à goutte, des faux plafonds qui prennent de l'humidité et des champignons. On a clairement, nous, une problématique sur la cité hospitalière de Montgolfier en lien avec ce réseau d'eau glacée qui fuit et qui, derrière, génère toutes sortes de difficultés en lien notamment avec la santé des personnels qui y exercent. Donc, je pense qu'on a vraiment à apprendre et à disposer d'une expertise technique principalement sur ce sujet-là parce que tout le monde veut être dans des locaux climatisés et on voit bien qu'il y a aussi des enjeux de développement durable derrière. Mais mettre des splits partout, c'est pas développement durable compatible, mais en même temps, même des gros réseaux d'eau glacée dans des environnements qui sont pas adaptés, ça conduit à d'autres soucis derrière. Donc voilà, je ne sais pas si je suis intéressé de pouvoir en discuter avec la salle ou avec des personnes qui ont réfléchi au sujet. Mais j'en ai déjà parlé côté ARS et État à mon niveau.
Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on bénéficie d'une expertise nationale avec des retours d'expérience sur ce qui s'est passé dans les environnements tropicaux en Outre-mer. Mais merci de votre attention. J'espère qu'on n'aura pas été trop long et que ça vous aura intéressé. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui souhaite réagir sur la clim? Alors, je vois que Dr Slama a levé la main, pas sur la clim, mais sur autre chose. Alors, Dr Slama, le président de CME du centre hospitalier Maurice Despinois. Oui, merci. En fait, moi, ça m'évoque une réflexion parce que, en fait, tous les efforts que vous venez de décrire pour rattraper finalement une situation qui était vraiment assez inédite. Moi, je n'ai pas d'expérience, mais enfin, je ne sais pas si c'est la vocation de tous les hôpitaux qui viennent d'être reconstruits, d'être finalement réhabilités au bout de 12 ans, de fonctionnement. Et au-delà des problématiques de matériaux, puisqu'on parle de santé mentale, de soins, de qualité, c'est vrai que vous avez évoqué la question des matériaux, mais il y a plein de questions qui se sont posées lors de la réception de Mango Vulsin tel qu'il a été fait il y a 12 ans. Hein. Ça a été une immense déception au niveau architectural. D'abord, il y avait une quantité de lumière artificielle absolument incroyable alors qu'on est inondé de soleil. Une ventilation naturelle qu'on nous a vendue qui n'a pas fonctionné et qui a maintenu les patients et le personnel dans des états de chaleur absolument tout à fait notables, hein, qui a été noté à de nombreuses reprises au niveau des certifications ou de la visite des contrôleurs de liberté. Et puis au niveau architectural même, je trouve que il y a quand même un manque d'anticipation incroyable. Les bureaux étaient totalement insuffisants avec une conception de bureaux au rez-de-chaussée et au plus un, à croire que les gens qui ont construit cet hôpital n'ont jamais été dans un hôpital psychiatrique, des espaces pour les aidants qui ne sont pas pensés, voilà, des espaces de vie pour les usagers non pensés également, l'articulation avec le soin qui ne se fait pas. Aussi, une chose qui était très intéressante dans la vision que l'on a justement de santé mentale, architecture, vous l'avez dit, on partage les locaux avec la cité hospitalière, avec le CHU finalement. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte que les architectes avaient imaginé un système d'étanchéité totale entre les patients de la psychiatrie et le reste de la cité hospitalière. Ils n'avaient pas le droit de monter à la cafétéria. Il y avait des rideaux de fer et des barbelés pour isoler nos patients. Et ce n'est qu'après de nombreuses luttes et discussions avec le GCS que nous avons pu faire en sorte que nos patients puissent monter et profiter de tous les dispositifs qui étaient à disposition sur la cité hospitalière. Donc voilà, c'est une réflexion vraiment intéressante d'avoir un écart aussi violent, hein, moi je dirais, entre un établissement qui a été livré en 2012 et puis tous les efforts qu'on doit déployer pour finalement rattraper une situation qui était catastrophique. Voilà. Enfin, juste un dernier mot, la densification des unités d'hospitalisation, elle n'a pas été voulue par le corps médical, elle est imposée par une situation financière. Hein, c'est le Copermo qui a imposé finalement une densification pour réduire le nombre d'hospitalisations et faire l'économie d'une unité d'hospitalisation en termes de personnel. Clairement, ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, on va dire, de densifier les unités d'hospitalisation. On va voir comment on va pouvoir s'en sortir. C'est vrai que les nouveaux locaux offrent de nouvelles possibilités, en particulier, là aussi, hein, ils n'avaient pas pensé l'histoire de secteur fermé, secteur ouvert, comme si on n'était pas dans l'hôpital psychiatrique, ce qui a entraîné quand même pendant 10 ans des contraintes pour les patients qui étaient en hospitalisation libre incroyables, qui n'avaient pas de liberté de circulation à cause de cette erreur architecturale de conception. Et vraiment, c'est quelque chose qui est, en tout cas, dont on doit apprendre, parce que je trouve que c'est assez incroyable, quoi, finalement, cette histoire de Mango Vulsin. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, devant. Florence, devant. Professeur Porteco. Oui, merci. Je voulais saluer M. Berniac de sa belle présentation et son voisin dont je n'ai pas retenu le nom. En tout cas, ils ont illustré ce que nous avons vécu quelques années avant, hein, pour la réception du site au niveau du CHU de ce qui est le PSM aujourd'hui. Ça illustre bien la difficulté qu'on a à organiser la santé par les temps qui courent. C'est que
on vit de ces expériences dans une époque où les finances sont rares. Et quand il s'agit de faire des projets, les directeurs arrivent à arracher de très hautes luttes des finances pour améliorer les conditions de travail, les conditions de prise en soin des pouvoirs publics, qui vous rappellent systématiquement que de toute façon, ce ne sera pas tellement possible de faire autrement. Et c'est avec cette enveloppe budgétaire qu'on demande aux architectes et à ceux qui vont construire de faire la réalisation. C'est juste impossible, et vous l'avez très bien dit, dans un territoire où nous devons affronter tous les aléas climatiques, de réussir ce pari. On se rend compte que on va réceptionner du PRB, en fait, du placo-plâtre, tout un tas de solutions qui sont notoirement inadaptées. C'est évident que ça ne peut pas fonctionner et puis que derrière, il y aura des coûts pour réhabiliter ou complètement reprendre quelques années après quand on aura de nouveau des finances. Donc, je crois qu'il faut vraiment que des journées comme celle-ci permettent de poser vraiment les fondements d'une réflexion à mûrir pour créer un modèle de solutions hospitalières pour la santé mentale, pour nos territoires ultramarins, qui prennent en compte non seulement les nécessités inhérentes à l'émergence de ces unités, mais aussi leur budget de fonctionnement, parce qu'on se rend compte, et M. Berniac, vous l'avez bien dit, que ce soit sur le refroidissement des locaux ou d'autres flux qu'il faut gérer dans un établissement de santé, là, nous n'arrivons pas toujours à mettre tout dans la balance, c'est parce que le business plan ne tient pas compte des facteurs qui ne sont pas du tout les mêmes chez nous que sur la France hexagonale. Donc, nous en sommes toujours aux mêmes situations d'avoir des conditions qui ne facilitent pas l'attractivité. L'exemple de la Réunion a bien montré que chaque fois que vous allez pouvoir présenter à des praticiens un cadre de travail qui est bienveillant, magnétique, comme le souhaite notre présidente et notre doyenne, aimant, vous aurez du succès. Mais les mêmes personnes, quand elles expérimentent et qu'elles voient à la vitesse à laquelle les choses peuvent s'abîmer ou ne pas être entretenues, ça peut paraître un petit peu difficile. Je témoigne aussi que tous les efforts qui sont faits actuellement par l'ensemble des professionnels de santé, de la santé mentale, notamment, en tout cas pour ceux que je connais en Guadeloupe, contribuent à la meilleure acceptation par les familles des programmes de santé que vous leur proposez. Encore faut-il qu'ils soient accueillis dans un cadre qui leur paraisse vraiment aimant. Balata, en Martinique, c'est typiquement l'exemple d'endroits où, par le passé, et M. Berniac va confirmer, les Martiniquais, quand on leur disait que leurs parents allaient à Balata, c'était terminé. C'était presque les gens pour lesquels il n'y avait pas de retour possible à la réhabilitation. Nous avons connu ça aussi avec l'ancien Monterran. Donc, il faut vraiment que, avec les hommes de l'art, nous arrivions aussi avec les anthropologues, avec les historiens, avec tous ceux qui ne sont pas là, mais pour lesquels les groupes de travail, je fais confiance à Ida Gigaï, directrice de l'EPSM, pour animer cette réflexion, qu'on arrive vraiment à poser les bases de la solution qui permettra à la fois que on considère que la santé mentale, c'est un accès par des urgences dignes de ce nom. Ce sont des secteurs avec des possibilités de prendre en compte toutes les obligations de respect de la personne et dans sa dignité. Et surtout, des équipes mobiles avec des innovations forcément à trouver qui s'adaptent à la double insularité, au territoire et l'écosystème de santé de chaque territoire. Donc vraiment un grand programme et je suis vraiment très heureux que nous puissions aujourd'hui parler de ces problèmes qui ne sont pas suffisamment connus et le simple fait que nous soyons aux côtés des architectes aujourd'hui me paraît quand même une extraordinaire opportunité de leur donner la parole.
Merci beaucoup. Alors, je fais un petit point timing. Donc, merci Stéphane, merci Fabien, François Augrin de vous être connectés, d'avoir pu partager avec nous malgré la situation tendue en Martinique. Nous allons maintenant continuer avec Docteur. Un grand merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne Merci. continuation. Au revoir. Ou vous pouvez rester connecté aussi pour suivre la suite, puisque là, on va échanger avec Docteur Schmidt, Christophe Schmidt.